Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soleil Politique, le rendez-vous politique de Radio Soleil. On est ensemble jusqu'à 19h30 en compagnie de François Asselineau, président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bienvenue Monsieur Asselineau. Bonjour. Voilà, pour vous interroger, pour rester fidèle à la ligne éditoriale de Soleil Politique, nos auditeurs peuvent vous poser toutes leurs questions au 01 43 48 43 43. Et en studio, Armel Freinet, consultant en entreprise. Bonsoir Armel. Bonsoir Bougema, bonsoir à tous. Voilà, donc c'est ouvert, 01 43 48 43 43. Mais avant cela, François Asselineau, peu connu sur l'échiquier politique français, la photo média qui ne font pas leur travail, selon vous, mais vos interventions et conférences font le buzz sur Internet. Et aujourd'hui, vous affichez plus de 4000 adhérents. Voilà, avec une certaine fierté, monsieur Asselineau. Une fierté, oui, c'est légitime, je pense, qui n'est pas due qu'à moi, mais qui est due à tous nos adhérents qui se mobilisent pour porter la bonne parole et informer nos concitoyens pour déjouer le verrouillage médiatique qui nous est opposé par les médias de grande diffusion. Heureusement, je suis reçu par des médias de la bande FM comme le vôtre, mais aussi par d'autres qui eux, font davantage leur travail. Mais par exemple, je reviens d'une tournée dans l'Est de la France, où j'ai été tout à fait surpris par le nombre de personnes qui sont venues m'écouter. À Colmar, il y avait quand même 102 personnes, à Belfort, 85... Et à Saint-Dié-des-Vosges, il y avait 117 personnes qui sont venues. C'est quand même beaucoup, vous savez. Donc ça commence maintenant à intéresser beaucoup les journalistes, les hommes politiques, qui voient ce phénomène. C'est une espèce d'objet politique non identifié nouveau qui est en train d'apparaître et sur lequel on avait tablé que l'omerta suffirait à le tuer. Ben non, on se développe et on se développe très bien. Donc en fait, vous contournez un peu cette omerta via les nouvelles technologies, c'est bien ça ? Via les réseaux sociaux. Je suis d'ailleurs beaucoup frappé, vous savez, quand je parle aux Français que je rencontre, à quel point maintenant il commence à y avoir une véritable, révolte, rébellion des Français contre la soupe qui leur est servie par les médias de grande diffusion. Il y a vraiment les gens en ont assez. Ils en ont assez et ils découvrent... Assez des mêmes discours, assez de voir les mêmes têtes. Oui, assez de voir les mêmes têtes, assez qu'on les prenne pour des imbéciles. Assez qu'il n'y ait jamais, par exemple, le moindre débat sur l'Union européenne à la télévision. Assez qu'il n'y ait pas le débat que nous estimons nécessaire sur la sortie de l'Union européenne. Il y a un article dans les traités qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Ben, je vous mets au défi d'en avoir jamais entendu parler sur TF1, sur France 2, sur France 3, dans Le Monde, dans le Figaro. C'est interdit. C'est pourtant un article des traités. Nous voulons imposer ce débat. Imposer ce débat. Alors avant d'imposer ce débat, on va savoir qui vous êtes, monsieur François Asselineau. Alors justement, je vais vous laisser vous présenter en quelques minutes votre parcours personnel, professionnel, politique. Alors vous êtes un énarque. Oui, mais avant de faire l'ENA, j'ai fait HEC, qui est une grande école de commerce. Voilà. J'ai 56 ans. Je suis en tout cas la preuve que tous les énarques ne se ressemblent pas. Voilà. J'ai pris des positions qui sont très très différentes de ce que beaucoup de mes congénères, suivent. Au passage d'ailleurs, vous savez, les énarques en politique, c'est quand même très minoritaire. Hein. La très grande majorité des énarques, c'est d'abord des hauts fonctionnaires dont on n'entend jamais parler, qui sont préfets, sous-préfets, ambassadeurs, chefs de bureau dans tel ou tel ministère. On les entend pas parler. Mais enfin, après, effectivement, être sorti de l'École nationale d'administration, j'ai travaillé, je suis sorti de deuxième, donc j'ai pris un grand corps de l'État qui s'appelle l'Inspection Générale des Finances, où je suis toujours. Qui était premier ? C'est quelqu'un qui est devenu directeur du Trésor. Enfin, non, oui, c'est ça, directeur du Trésor, qui maintenant est ailleurs, qui s'appelait Xavier Muscat, et qui a été avec Jean-Claude Trichet, l'un des inventeurs des critères de Maastricht avec les Allemands. Voilà. D'accord, ok. Pour ce qui me concerne, après, alors une petite précision quand même, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai vécu au Japon pendant 1 an et demi, j'en parle un petit peu la langue. Et puis ensuite au ministère des Finances, alors je suis un grand asiatisant notamment, j'aime beaucoup les pays d'Asie, d'Extrême-Orient, mais je suis allé dans 90 ou 92 pays du monde, à la fois à titre personnel et à titre professionnel. En particulier d'ailleurs, puisque nous sommes à Radio Soleil, dans un très grand nombre de pays du monde arabo-musulman. Et donc c'est ce goût sans doute pour l'étranger qui a fait que je me suis orienté vers le commerce extérieur. J'ai travaillé dans les directions du commerce extérieur à Bercy, et puis après dans des cabinets ministériels auprès du ministre du Commerce extérieur, et ensuite auprès de M. Hervé de Charette lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Juppé II, sous la présidence de Jacques Chirac. J'étais conseiller auprès de lui à son cabinet. Alors progressivement, tout au long des années 90, j'ai développé des idées personnelles parce que ce que je voyais me permettait de comprendre
qu'en réalité, la France était de moins en moins dirigée par ses dirigeants. Voilà. La France, elle est dirigée par une oligarchie qui fixe à la France, comme d'ailleurs aux autres pays de l'Union européenne, qui leur fixe des directives, et les Français ne l'ont pas bien compris. On a dit aux Français, sous couvert de modernité, sous couvert qu'on ne pouvait pas faire autrement, etc., on a créé au forceps une construction européenne qui vole au peuple leur pouvoir souverain, leur pouvoir de démocratie. Et on en est arrivé maintenant au fait que vous votez à gauche, ou vous votez à droite, vous avez toujours la même politique. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, quand j'ai fait ces passages en cabinet ministériel, c'est que, aussi bien dans les allées du pouvoir, quel qu'il soit, UMP, PS, etc., que chez les très hauts fonctionnaires de l'État, qui d'ailleurs obéissent au pouvoir politique, c'est assez naturel, mais aussi dans les grands patrons de grands groupes industriels, en définitive, eh bien, personne ne se pose la question de défendre les intérêts nationaux français. Et ça n'est pas une obscénité, les intérêts nationaux. La nation, c'est le peuple. Donc si on ne défend plus les intérêts nationaux français, ça veut dire qu'on ne défend plus les intérêts du peuple français. On défend autre chose. On défend une utopie qui est en train de s'installer et qui est en train de mener au tapis à toute une série de peuples, en fait tous les pays de l'Union européenne, mais en particulier les Français. Le taux de chômage ne cesse de s'aggraver. L'appauvrissement ne cesse que de s'aggraver également. Nous avons en matière de diplomatie, nous sommes complètement alignés désormais sur les États-Unis d'Amérique. On est en train de saboter nos intérêts fondamentaux géopolitiques, que ce soit vis-à-vis du Moyen-Orient notamment, ou vis-à-vis de l'Afrique et ailleurs encore. Et tout ceci n'est jamais remis en question. Et pourtant, quand la France veut aller guerroyer, elle ne demande pas l'autorisation à l'oncle Sam. Je veux dire, quand on va en... parce que dernièrement, quand on va au Mali, quand on va en Centrafrique... Attendez, vous pensez sérieusement que... Vous pensez qu'Hollande attend l'autorisation de Barack Obama ? Vous pensez sérieusement que M. Hollande a fait ça sans demander à... En tout cas, c'est ce qu'on pense croire, alors. Oui, bien sûr, mais ça c'est ce qu'on vous présente, ça c'est pour les enfants des écoles. Mais vous savez très bien que la construction européenne... Enfin, que tout ceci se passe dans une complémentarité parfaite avec l'OTAN, et les États-Unis aiment bien d'ailleurs avoir des supplétifs qu'ils mettent en avant plutôt que se présenter eux-mêmes. C'est en général ce qu'ils font. Comme disait Charles de Gaulle, les Américains ne veulent pas avoir des alliés, ils ne veulent que des marionnettes. Bon, sans transition, Armel. Armel Fallet pour la première question. Encore que, on n'en est peut-être pas si loin que ça. Oui, quand on lit tout ce qui vous concerne, on arrive quand même à trouver des petites choses. Et on voit notamment que vous vous référez par rapport à la création de... alors je ne sais pas si on parle de parti, de mouvement. À l'heure actuelle, le mot parti n'est plus tellement en cours. Donc je ne sais pas si vous l'utilisez. Mais donc vous vous référez très souvent au Conseil national de la résistance, au CNR. Le nom de votre mouvement, l'UPR, alors pour ceux qui se souviennent un petit peu, ça rappelle quand même pas mal de noms qu'on a eu par le passé. Dans le désordre, l'UDR, le RPR, l'UNR. Bon, je mets de côté le RPF, mais parce qu'il n'y a pas le R à la fin. Donc ça témoigne quand même d'un certain attachement peut-être aux valeurs développées par le général de Gaulle. Ça, malgré tout, ça remonte quand même à une période un petit peu ancienne. C'était soit 70 ans si on se réfère au CNR, donc fin de la Seconde Guerre mondiale, ou une quarantaine d'années. Le général de Gaulle, si je me souviens bien, est mort en novembre 70. Est-ce que toutes ces idées-là, ces idées mises en avant par le général de Gaulle, est-ce que c'est pas un petit peu vieux ? Est-ce que ça n'a pas un peu vieilli ? Ou est-ce que c'est toujours d'actualité ? Alors, s'agissant du nom de l'UPR, pour nos auditeurs, c'est donc ils pourront aller voir sur notre site upr.fr. UPR, d'abord, il fallait bien choisir un nom quand j'ai créé ce mouvement. UPR, ça veut dire Union populaire républicaine. Donc les gens qui critiquent ça, je leur dis, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Est-ce que c'est union ? Est-ce que c'est populaire ? Ou est-ce que c'est républicaine ? Quel est le mot qui ne vous convient pas ? En général, ça s'arrête là. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que je fais assez souvent référence à Charles de Gaulle. Ça, c'est exact, parce que je considère... Je n'ai pas été élevé, d'ailleurs, dans la marmite du gaullisme étant petit, comme on disait d'Obélix, qu'il était tombé dans la marmite étant petit. J'avais des parents qui étaient plutôt de centre-gauche. Ce que j'ai découvert à la maturité venant, c'est à quel point les analyses de Gaulle... Pas toujours, il a commis des erreurs, parfois des erreurs très graves, mais il a globalement, c'était sans doute le meilleur à mon avis, homme d'État français du XXe siècle. Et puis au-delà de Charles de Gaulle, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans
c'est quelque chose sur quoi j'insiste beaucoup, dans 1500 ans d'histoire de France. C'est pas seulement De Gaulle. La volonté d'un peuple qui s'appelle le peuple libre, les Francs, français, ça veut dire libre. La volonté d'un peuple depuis le baptême de Clovis en 496, tout au long de 1300 ans d'histoire de la monarchie et 200 ans d'histoire républicaine, c'est quand même la volonté d'assurer la souveraineté et l'indépendance de la France vis-à-vis de tous les empires qui veulent le dominer. Alors bien sûr, on a eu des hauts et des bas dans notre histoire, y compris d'ailleurs lorsque Bonaparte, qui est un héros de la Révolution, se transforme malheureusement succombe à son tour au mirage de l'Empire. La France, à mon avis, n'a pas été à ce moment-là fidèle à sa tradition de lutte contre les empires qui veulent la dominer. Mais la France, dans ces grands moments d'histoire, elle est la porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Encore une fois, elle ne l'a pas toujours été, mais dans les grands moments de son histoire, c'est ça. Et quand vous parcourez la planète, quand vous avez des amis, comme c'est mon cas, aussi bien dans le monde arabe, en Amérique latine, en Chine, en Russie, les gens sont très sensibles au pays de la Révolution française, le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. C'est pour ça que je ne pense pas du tout que ce soit ringard de citer De Gaulle ou le Conseil national de la Résistance. Vous avez raison de dire que notre programme a été un copier-coller du programme du CNR, mais remis au goût du jour. Mais vous savez, par exemple, dans notre programme, on propose que la renationalisation ou l'interdiction de privatiser EDF, GDF, la SNCF, les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux d'autoroutes, la Poste, la sécurité sociale, voilà. Mais je suis désolé, moi, vous savez, je parcours la France, tous les gens sont d'accord avec ça. C'est tout à fait moderne. C'est tout à fait moderne, ça n'a rien du tout d'ancien. Ce qui en revanche est très ancien, c'est le modèle que l'on veut nous fourguer, qui est un modèle ultralibéral venu des États-Unis d'Amérique, lesquels États-Unis, on ne le dit pas assez, les États-Unis sont en pleine déliquescence. Et lorsque j'ai eu un débat l'autre jour sur BFM Business à Bruxelles, où j'étais d'ailleurs, comme les européistes adorent le faire, j'étais seul contre 5. J'avais 5 personnes, notamment M. Quatremer de Libération, qui m'aboyaient dessus dès que j'ouvrais la parole, dès que j'ouvrais la bouche. M. Quatremer m'a fait ce coup-là. Il m'a dit, oui, vous êtes un ringard, votre programme date de 44, le CNR. Mais je lui ai dit, mais vous, le programme des États-Unis d'Europe, c'est le discours de Victor Hugo en 1849. Alors c'est encore beaucoup plus ringard, ça fait 165 ans. Vous venez d'utiliser un mot qui peut quelquefois étonner. Vous avez parlé d'européiste. Oui. C'est peut-être pour lutter contre façon de parler, mais pour lutter contre ce phénomène de tous ceux qui s'accaparent le mot européen, qui finalement a plus une dimension géographique que politique. Ou vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Il y a une parole de Confucius qui très forte, qui dit lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Je distingue totalement l'adjectif européen, qui est un adjectif objectif. C'est-à-dire, par exemple, il y a un continent européen, il y a des civilisations européennes, on peut dire qu'il y a un certain type de civilisation européenne, un certain type de musique européenne, ça on peut le dire. En revanche, les partisans de la construction d'un État fédéral continental regroupant tous les États figurant sur un continent, je vous ferai remarquer d'ailleurs que ça n'existe nulle part ailleurs au monde, eh bien ça relève non pas d'un fait, ça relève d'un dogme, d'une idéologie. On le voit d'ailleurs très bien, vous savez, il y a un adjectif qui s'est imposé dans les esprits, c'est l'adjectif eurosceptique. Moi, je n'aime pas. Nous ne sommes pas eurosceptiques. Nous sommes anti-européistes. Mais pourquoi cet adjectif eurosceptique s'est-il inscrit dans les esprits ? Parce que le mot scepticisme fait allusion à la foi. On ne dit pas, personne n'est franco-sceptique. Personne n'est algéro-sceptique. Les Français, les gens, ils sont français ou pas français, ils sont algériens ou ils sont pas algériens. En revanche, le fait d'être eurosceptique, ou alors la contraposée, c'est les gens disent « je suis un Européen convaincu », on voit que c'est une affaire de conviction. Donc dans la mesure où c'est un dogme, c'est une foi. D'ailleurs, les réactions des européistes montrent très souvent, quand on les pousse dans leur dernier retranchement, il y a un moment à partir duquel ils se mettent quasiment en colère, et puis on voit qu'ils ne peuvent pas supporter la remise en cause de leur croyance. C'est effectivement une idéologie. Or, les idéologies en bon français, ça se termine par « iste ». Voilà. Communisme, libéralisme, socialisme, européisme, ça me paraît logique. Alors tout à l'heure, vous avez utilisé le mot « OPNI », c'est ça ?
Non, oui, c'était un objet politique non identifié. Parce que, pour répondre à la question... Vous pensez être Non, je pense que... Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire. D'ailleurs, j'ai fait une longue conférence sur l'histoire de France, qui d'ailleurs nous attire beaucoup d'adhérents. Et notamment, je me permets de le signaler, puisque je suis à Radio Soleil, beaucoup de jeunes Français issus de l'immigration. Qui adhèrent et qui me disent souvent « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français ». Parce que tous les jeunes, qu'ils soient de souche, comme on dit, ou issus de l'immigration, on leur apprend en fait, à l'école, à la télévision, à la radio, on leur apprend en fait à détester leur propre pays. Comme si nous n'avions que fait... Je ne dis pas encore une fois, je l'ai déjà dit et je le redis, bien sûr que la France a commis des crimes dans son histoire. Au moment de la colonisation notamment, au moment du trafic des esclaves, dans certaines guerres napoléoniennes, tout ça c'est tout à fait exact. Je ferai remarquer que quel pays n'a pas commis de crime? Bon, si on reprend... moi je trouve assez extraordinaire qu'on parle toujours des repentances de la France, mais la repentance des États-Unis, le génocide des États-Unis vis-à-vis des peuples premiers d'Amérique du Nord, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Bon, parmi beaucoup d'autres sujets. Mais la France, ça n'est pas que ça. La France est aussi un pays qui a une histoire formidable, qui est une histoire sur laquelle qui a été un espoir pour le monde entier et qui sert de modèle. Alors, je voudrais revenir sur ce que je disais. Notre mouvement politique, c'est un mouvement qui correspond à certains moments de notre histoire. Des moments d'union nationale. L'UPR a une particularité, ça ne se veut pas un mouvement sur très longue période, ça se veut un mouvement provisoire de rassemblement de tous les Français. La situation est si grave? Oui, la situation... Vous utilisiez ce mot quand même, union nationale. Oui, on ne parle jamais, mais j'en profite pour le signaler. J'ai à Colmar, par exemple, où ils sont en première ligne pour bien en parler, ce qui est en train de se tramer en ce moment, c'est le dépeçage de la France, le démantèlement des États-nations. Regardez par exemple le référendum sur la Catalogne en Espagne, le référendum sur l'Écosse au Royaume-Uni, et puis actuellement la volonté du gouvernement de promouvoir des langues régionales et minoritaires. Il n'y a aucune demande des Français, enfin 99% des Français ne demandent pas ça. En ce moment en France, il y a plus de jeunes Français qui apprennent des langues comme le breton à Rennes, alors que à Rennes on n'a jamais parlé le breton, hein. On parle le gallo. Bon, donc des langues régionales ou minoritaires, beaucoup plus que le chinois. Or, la Chine a dépassé l'année dernière les États-Unis en puissance commerciale et va devenir la première puissance mondiale en PIB en 2016. Donc moi, je suis très ouvert sur le monde et je considère que ce que l'on devrait faire avec les Français, c'est au contraire d'abord les rendre sereinement fiers, sereinement patriotes de leur pays et les ouvrir sur le monde. C'est d'ailleurs le génie français. Moi j'ai un fils qui apprend le chinois en deuxième langue, il a suivi mes conseils, apprendre le chinois, apprendre le japonais, le russe, l'arabe, l'hindi, voilà, des très grandes langues du monde. Nous sommes très ouverts sur l'extérieur, alors que vous parlez à des européistes, ils vous focalisent sur il faut apprendre le morvandio, le picard, enfin voilà. Donc nous avons affaire actuellement à une politique par l'intermédiaire des euro-régions qui est une politique de dépeçage et de démembrement des États et les Français ne le voient pas arriver. Ne le voit pas arriver. Regardez, allez voir ce qui se passe du côté espagnol, on ne sait pas, c'est vraiment la boîte de Pandore qui a été ouverte. Donc nous on dit, il faut que les Français se rassemblent à titre provisoire. C'est la raison pour laquelle, pour parvenir à ce résultat, c'est une espèce d'alchimie. Ça n'est pas évident que dans un même mouvement politique, vous ayez des gens qui viennent de droite, du centre, de gauche. Vous en parliez lors d'une conférence que j'écoutais ou d'une interview, peu importe. Vous disiez qu'une majorité de ces 4000 adhérents venaient de la gauche et du centre. Oui, je ne suis pas... Justement, alors... ça amène à la question d'Armel, justement, et pourtant, j'ai l'impression qu'on vous identifie plutôt à droite, voire extrême droite. Alors, d'abord, lorsque quelqu'un adhère à l'UPR, on ne lui demande pas son opinion. Donc je ne suis pas sûr... A priori, vous avez réussi à recenser sa sensibilité. Non, parce que, si vous voulez, quand je rencontre des gens, je leur demande souvent... par exemple, d'où venez-vous? Oui, je dis, vous savez ce que disait Oscar Wilde, c'est pas les questions qui sont indiscrètes, ce sont les réponses. Si les gens ne veulent pas me répondre, ils ne répondent pas. On ne demande pas aux gens leur pédigré, mais simplement quand je parle aux gens, à nous nouveaux adhérents, je leur... Voilà, de façon sympathique, et vous, d'où venez-vous? Et il y a des gens qui viennent vraiment d'un peu partout, je vous assure. L'autre jour, à Saint-Dié, il y avait quelqu'un qui était là dans la salle et qui est un ancien membre du Parti communiste français et qui a été membre de la CGT pendant très très longtemps. Et puis 3 minutes après, c'était un ancien membre du FN qui avait claqué à la porte du FN pour venir chez nous. On est capable de cette alchimie-là, c'est quand même assez fort.
de ce que je crois savoir, comme ça, au pifomètre, je pense qu'effectivement, il y a plutôt une majorité maintenant de gens de sensibilité, de gauche ou du centre, mais on a aussi des gens de droite. Voilà, moi-même, j'ai été dans des cabinets dits de droite, donc... oui, plutôt à droite, de Panafieux, Pasqua, de Charette. Alors Pasqua, j'étais pas à son cabinet quand il était ministre, c'était quand il avait créé le RPF, mais j'ai été auprès de Hervé de Charette. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, droite et gauche ? Hervé de Charette, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères sous Chirac, je me rappelle, et je le dis d'autant plus que je n'étais pas en charge de ce dossier, il a passé 3 semaines de sa vie à essayer de faire aboutir une espèce de paix entre Israël, la Palestine, le Moyen-Orient. Il allait, je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui m'en occupais. La France avait, sous Chirac, me semble-t-il, une position encore assez équilibrée. Bon, si vous estimez que la France, son comportement en Libye ou son comportement en Syrie, si vous pensez que ce sont des positions de gauche, eh ben non. Moi, je pense que le gouvernement actuel, en termes du moins de diplomatie internationale, est beaucoup plus à droite que ne l'était le gouvernement de M. Chirac à cette époque. Alors, vous m'avez posé une question qui est qu'effectivement, il y a quelques officines. Il y a notamment Mediapart qui a pondu un article en me traitant d'ultra-droite. Et donc, il y a quelques officines qui sont là pour, en permanence, essayer de faire croire que vouloir sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, puisque je rappelle que ce sont quand même les 3 axes de notre programme, même si, comme vous le rappeliez tout à l'heure, le programme est beaucoup plus vaste puisqu'il s'inspire de celui du CNR, eh bien, il y a des gens qui veulent faire croire que ce serait être d'extrême droite. Alors ça... Une volonté de diaboliser François Asselineau ? Oui. D'ailleurs, vous avez vu M. Moscovici, par exemple, ministre de l'économie et des finances, qui a qualifié Jacques Sapir, qui est un professeur d'économie à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est plutôt d'ailleurs de sensibilité de gauche, je le connais un peu, ou Philippe Murer, qui est un professeur associé à la Sorbonne, qui est venu d'ailleurs à notre université. Monsieur Moscovici a traité Jacques Sapir à la télévision d'économiste d'extrême droite. Voilà. Et l'autre jour, j'étais dans un débat à la Sorbonne, et mon contradicteur a essayé de me faire ce même coup. Alors c'est particulièrement scandaleux, mais ça nous donne une clé de compréhension de ce qui se passe. C'est qu'actuellement en France, si vous critiquez l'Europe, critiquez l'euro, à ce moment-là, tous les médias vous indiquent vous devez aller au FN. C'est fait pour. On ne donne la parole que au Front National, que à Madame Le Pen, laquelle d'ailleurs, je l'explique souvent dans mes conférences... Ou Dupont-Aignan. Au moins Dupont-Aignan, mais qui... existe, en tout cas, c'est vrai que M. Dupont-Aignan a fait des alliances de droite, là, pour les municipales, avec l'UMP, l'UDI, le MoDem. Donc tous ces 2 mouvements se classent totalement à droite, mais le Front National se classe en plus à l'extrême droite. Et pourquoi c'est fait ça ? Parce que, c'est ce que j'explique, la famille Le Pen, elle va ensuite faire des dérapages. Ça fait un tiers de siècle que ça dure. Nous sommes le seul mouvement qui expliquons pourquoi la famille Le Pen fait des dérapages depuis un tiers de siècle. C'est le sine qua non pour passer dans les médias. Parce que le rôle du Front National, en France, je pèse mes mots, il a été médiatisé pour pourrir le débat. Parce que dans l'esprit public, dans l'esprit des gens, si vous émettez des critiques sur l'Europe et l'euro, c'est que vous êtes d'extrême droite. D'ailleurs, la même chose existe dans les autres pays d'Europe. Par exemple, les Grecs sont en ce moment appauvris d'une façon effrayante. Vous avez 58% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage en Grèce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 28% des Grecs qui sont au chômage. Comme il y aurait normalement une volonté légitime de sortir de cette catastrophe, les Grecs devraient se mobiliser. Eh bien, les médias en Grèce ont inventé, à partir de rien, un mouvement néo-nazi qui s'appelle Aube Dorée, dont on dit qu'il est peuplé à au moins 50% de policiers qui sont là sur commande, pour faire croire aux Grecs que s'ils étaient contre le pillage organisé par les banques, alors c'est qu'ils sont d'extrême droite. Armel, sur le sujet Oui, pour prolonger un petit peu, vous avez évoqué pas mal de noms et de sensibilités plutôt à droite, mais on retrouve aussi, par exemple, le Front de gauche, le Parti de gauche, ça dépend des moments, des appellations, qui, me semble-t-il, mettent en avant un peu les mêmes choses que vous, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, l'abandon de l'euro, l'OTAN, ils en parlent un petit peu moins, mais on pourrait supposer que. Par rapport à ça, une question toute bête, debout la République aussi, on a parlé de Dupont-Aignan, mais tout bêtement, qu'est-ce qui vous différencie ? Quelles sont les valeurs vraiment originales de votre mouvement ? Bien alors, écoutez, vous savez quoi ? Je vous paye une caisse de champagne. Mais vraiment, je vous paye une caisse de champagne. D'ailleurs, c'est pareil, je le dis à tous les auditeurs, enfin, aux premiers auditeurs, même à tous les auditeurs. Je leur paye une caisse de champagne si vous êtes capable... Sans alcool. ...de me présenter une profession de foi
de M. Dupont-Aignan, de Mme Le Pen ou de M. Mélenchon qui propose la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. Jamais. C'est-à-dire que si vous revenez la profession de foi, c'est ce qui est transmis à la Bibliothèque nationale et qui sert de foi, qui fait foi pour les historiens du futur. Monsieur Mélenchon, alors là pour le coup, c'est facile excusez-moi, mais à vous démentir. Monsieur Mélenchon a traité de maréchalistes les personnes qui voulaient sortir de l'euro. Et monsieur Mélenchon ne cesse que de dire qu'il est en faveur d'une Europe fédérale. Allez sur leur site. Bon, il est comme tous les autres, il dit qu'il est pour une autre Europe. Mais ça, c'est un autre débat dont on parlera si vous voulez. Bon, mais en attendant l'arrivée de cette autre Europe que l'on nous promet depuis 60 ans et qu'on peut attendre encore longtemps, en réalité, M. Mélenchon, comme d'ailleurs M. Beauvais pour EELV, comme M. Dupont-Aignan, tous ces petits mondes, militent pour une autre Europe. Et jamais vous ne les entendrez parler de sortir de l'Union européenne, de l'euro, et notamment, nous expliquons qu'il existe l'article 50. Alors, ce qui est vrai, c'est que les médias entretiennent une espèce de brouillard, de nuage, où on incite les Français à ne pas faire preuve d'esprit de précision. Moi, ce que je dis aux Français, parce qu'il y a beaucoup de Français, vous savez, je les rencontre vraiment beaucoup, qui n'en peuvent plus de la politique, qui ont l'impression qu'on se moque d'eux, excusez-moi de la vulgarité du propos, mais qu'on se fout de leur gueule. Et donc, ils viennent nous voir en disant, mais bon, qu'est-ce que vous avez à nous apporter ? Mais je dis, mais chez nous, il n'y a jamais d'ambiguïté politicienne. Nous sommes le seul mouvement politique français qui a inscrit dans ses statuts la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. On s'est d'ailleurs créé le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, le 25 mars 2007. C'était le 50e anniversaire. On s'est justement créé pour en sortir. Et chez nous, il n'y a pas ce que l'on trouve chez les autres mouvements, c'est-à-dire le coup vous savez, la technique des lieutenants ou la technique du râteau. Vous avez, par exemple, au PS, vous avez Monsieur Montebourg qui est là pour ratisser à gauche. Vous avez Monsieur Valls. Monsieur Montebourg, il serait pratiquement plus à gauche que Mélenchon. Vous avez Monsieur Valls qui est quasiment plus à droite que l'UMP, il ratisse à droite. Vous avez Madame Aubry qui ratisse, etc. Ils sont là, ils ont tous des lieutenants qui tiennent sciemment des discours différents pour ratisser le maximum de gens. Puis une fois que vous avez voté pour eux, ils vous font un bras d'honneur et puis ils appliquent la politique de Bruxelles. Donc chez nous, et maintenant que nous sommes 4100, bientôt 4120 adhérents ce soir, chez nous, et tout le monde dit la même chose, pas sur tous les sujets, puisqu'il y a toute une série de sujets clivants, polémiques, sur lesquels nous ne prenons pas parti. Justement, pour avoir cette alchimie dont je parlais tout à l'heure, d'avoir des gens de droite et de gauche. Donc il y a des sujets sur lesquels les Français adorent se déchirer, sur lesquels on ne prend pas parti. C'est-à-dire quoi, que vous repoussez la fâcherie à plus tard ? Oui, mais parce que notre objectif, c'est de rendre aux Français leur démocratie. Ça serait pas logique si on avait un programme de 2753 pages en leur disant voilà tout ce qu'on va faire dans tous les domaines. Non. Par exemple, on ne prend pas de position sur la fiscalité du patrimoine, sur la fiscalité des entreprises, on ne prend pas position sur le mariage pour tous, on ne prend pas position sur l'énergie nucléaire, etc. Parce que l'on dit que tout ça, ce sont des sujets qui parfois sont importants, jugés même parfois très importants. Mais ce sont quand même des sujets d'un ordre secondaire par rapport au sujet principal qui est de sortir au plus vite notre pays de cette tyrannie qui avance. Voilà. Et donc, les autres partis ne font pas ça. Les autres partis cultivent systématiquement l'ambiguïté permanente, les phrases à double sens. Un jour, ils disent qu'ils vont faire ci, le lendemain, ils vont faire ça, etc. Nous, il y a toujours une grande constante dans nos analyses et nos propositions. Il est 19h, on va marquer une pause. On va se retrouver tout de suite après avec François Asselineau, puis surtout Paul-Henri qui patiente au standard. On vous invite à réagir 01 43 48 43 43. À tout de suite. Allez, de retour en compagnie de François Asselineau, président fondateur de l'UPR, Union Populaire Républicaine. Rebonsoir François Asselineau. Rebonsoir. Voilà, donc avec Armel Freinet qui le questionne, et puis on est rejoint par Jean-Claude Durimel qui va poser des questions à notre invité. Mais avant sa direction le standard. Paul-Henri, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Soleil Politique. C'est gentil, merci. D'abord, merci à Radio Soleil d'inviter François Asselineau. On entend très peu, sauf dans des conférences à travers la France. Et bravo pour lui, pour toute cette énergie qu'il déploie pour informer les Français. C'est une question à propos de la démocratie. Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà. Alors, son ami journaliste Libération, Jean Quatremer, disait que les Français n'aimaient pas la démocratie. Ça les emmerde, puis ça gêne les parlementaires. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que les Français acceptent la disparition de leur maîtrise de la monnaie, des lois, leur maîtrise de leurs frontières, la maîtrise de leur économie? Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'ils acceptent
de ne pas s'impliquer dans la démocratie, ou de supporter de perdre cette démocratie. Une petite question au sujet de ce qu'a dit la commissaire européenne Viviane Reding il y a peu de temps, il y a quelques heures, qui a dit qu'elle avait des doutes sur l'intelligence des Anglais à propos de cette possibilité qu'on leur proposerait de répondre à un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et une autre petite question supplémentaire, j'ai vu qu'il y avait un article dans Marianne entre le ministre Michel Sapin et M. Nikonov, qui est porte-parole du MPEP, le mouvement populaire aussi, qui a à peu près les mêmes idées sur l'Europe et sur l'euro. Donc lui est interviewé par des journaux de grande audience, et M. Asselineau est complètement blacklisté. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense? Pas blacklisté sur Radio Soleil. Merci Paul-Henri pour la question. Donc François Asselineau vous répond. Sur la question concernant la démocratie, je pense que notre interlocuteur a tout à fait raison. Il y a un vrai problème, d'ailleurs c'est le slogan même de notre mouvement, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. On est dans un univers actuellement où on ne cesse que de saper progressivement l'idée même de démocratie, comme si c'était inefficace, comme si c'était rigolo, quand vous apportez la contradiction, etc. Moi j'ai vu, de mes yeux vus, dans des cénacles, dans des réunions de hauts fonctionnaires, on parle des élections en pouffant, en gloussant, comme si c'était des espèces d'incartades de gamins. On est en train d'assister à quoi? On est en train d'assister au fait qu'à l'origine, je ne parle pas des concepteurs de la construction européenne, j'ai expliqué dans mes conférences que ça remonte en fait aux États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale, et avant eux c'était l'Allemagne hitlérienne qui a commencé à concevoir l'idée d'Europe nouvelle. Ça on n'en parle absolument jamais, sur les origines extrêmement sulfureuses de la construction européenne. D'ailleurs je vais bientôt consacrer une conférence à ce sujet. Mais les gens qui ont rallié la construction européenne dans les années 50-60 l'ont fait de bonne foi. Moi-même, en 1979, quand j'étais étudiant à HEC, j'ai voté pour la liste de Madame Simone Veil. Je trouvais ça très très bien. Les gens ont fait ça de bonne foi. Le problème, c'est que nous avons une espèce d'utopie qui, contre vents et marées, même si les résultats sont le contraire exact de ce qui avait été promis, cette utopie veut s'imposer. Eh bien, nous avons affaire au même phénomène que ce qui est arrivé avec la construction du socialisme. À l'origine, les gens qui voulaient construire le socialisme étaient pleins de bonnes intentions. Et puis, progressivement, en niant des évidences comme par exemple l'intérêt individuel, en niant que ça menait à une catastrophe, progressivement, ces régimes sont devenus des dictatures féroces qui ne tolèrent pas la remise en cause du dogme. Eh bien, c'est la même chose, et votre auditeur a tout à fait raison. On a hier, ça fait les titres de la presse britannique d'aujourd'hui, Madame Viviane Reding, qui est une commissaire européenne de nationalité luxembourgeoise. Elle n'a jamais été élue par qui que ce soit, cette dame. Elle est née en 1951, donc elle a déjà une longue carrière derrière elle. Cette dame n'a jamais été élue par qui que ce soit. Elle est commissaire européenne. Elle est allée à Londres. Elle a expliqué que les Britanniques sont trop ignorants pour qu'on leur demande leur avis par référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il y a donc un discrédit de plus en plus qui est jeté sur le principe même de la consultation populaire. Voilà. Pour ce qui concerne l'autre question sur la présence de Monsieur Nikonov à Marianne, c'est un peu un petit détail. Moi, je regrette. J'avais été sur Beurre FM. Je crois que c'était le 11 septembre 2011 ou quelque chose comme ça, une autre radio, et j'avais débattu avec Monsieur Nikonov. Je lui avais proposé de faire une alliance à cette occasion, et il m'avait rembarré en me disant que nous étions un mouvement de droite. Bon, très bien, première nouvelle. Et que donc lui, il appelait à voter pour Monsieur Mélenchon. Très bien. Et moyennant quoi, il a appelé à voter pour M. Mélenchon, qui, dès le premier tour, à 20h37, s'est désisté pour François Hollande. Actuellement, le MPEP, je pense, doit avoir à peu près 10 fois moins d'adhérents que l'UPR. C'est vrai que M. Nikonov, il a eu cet accès. Écoutez, j'espère que nous allons avoir le même accès à Marianne. Ce que je regrette, en tout cas, c'est que M. Nikonov n'ait pas appelé à se joindre à nous pour faire les listes aux élections européennes de cette année. En 2009, pour les élections européennes, son petit mouvement avait appelé à se mobiliser pour les européennes, à voter pour le Front de gauche. Il suffit d'aller sur leur site, il y a les 7 raisons pour lesquelles il faut absolument se mobiliser pour voter pour le Front de gauche. Cette année, depuis plusieurs mois, le MPEP fait campagne pour que, surtout, il ne faut pas aller voter. Qu'est-ce qu'il reproche à l'UPR qui va présenter des listes? J'aimerais le comprendre.
Justement, on parlera des listes parce que je parlerai des municipales. On prend juste Rachid. Rachid, bonsoir. Bonsoir. Donc au standard. Bonsoir Rachid. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans Soleil Politique. On vous écoute Rachid. Vraiment, il a les mêmes idées que moi, le monsieur là. C'est pas le monsieur de l'UPR. C'est un plaisir de l'entendre. C'est les mêmes idées que j'avais depuis les années 80. On se bat. Mais espérons que les peuples vont gagner. Pour tous les sujets, moi, je trouve qu'on n'a pas de visionnaire. J'appelle ça les grands hommes et les grandes dames sont partis comme les hirondelles en automne. Ah, on a un peu de poésie sur... C'est-à-dire, les grands hommes, ils sont partis, les visionnaires, les vrais pères des peuples, les vrais pères des nations. D'accord, bah, écoutez, merci Rachid. François Asselineau va réagir sur les grands hommes depuis Charles de Gaulle. Y en a-t-il en France, excusez-moi, mais je vais peut-être être sévère à vos yeux, mais je pense que le personnel politique français est d'une extraordinaire médiocrité depuis maintenant un certain nombre d'années. Et votre auditeur, je crois, il a raison, parce qu'il pose les problèmes au vrai niveau qu'il doit se poser. Comprenez, l'autre jour, on n'a plus d'hommes politiques visionnaires. C'est-à-dire que, si vous voulez, qu'est-ce que l'on veut comme vision collective de notre vie sur Terre? Voilà. Nous, ce que nous disons, une des grandes spécificités de notre parti, c'est que nous contestons le principe même de la construction européenne. Nous expliquons qu'à l'origine, c'est une pensée anglo-saxonne qui est née dans les années 30 en Allemagne nazie, qui a été reprise ensuite par les Américains. C'est une vision qui consiste à séparer les torchons et les serviettes. Il y a des pays qui seraient des serviettes, n'est-ce pas? C'est-à-dire des pays qui seraient nobles, en gros les pays du monde blanc, ce que les Américains appellent le monde judéo-chrétien, la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington. Et puis tous les autres, ça serait de la gnognotte. Voilà. Et nous disons que c'est une vision racialiste de l'univers, une espèce de vision d'apartheid. Et nous disons qu'au XXIe siècle, au 3e millénaire, il ne s'agit bien entendu pas de se refermer sur le monde. Ça, c'est ce qu'en général les gens m'objectent, mais il ne s'agit pas du tout de se refermer sur le monde. Il s'agit qu'il n'y a aucune raison pour que la France préfère fusionner avec la Lettonie plutôt qu'avec l'Algérie ou la Tunisie. Ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs démenti par les événements, c'est démenti par les flux touristiques, migratoires, économiques, sociaux, culturels, télévisuels, etc., etc. Donc nous disons qu'au 3e millénaire, on doit essayer de bâtir un monde en assurant la diversité des peuples et des nations, de la même façon qu'on doit assurer la diversité des espèces végétales et biologiques, parce que rien ne serait pire de léguer à nos arrière-petits-enfants une planète où tout le monde parlerait l'américain et boufferait du McDo. Moi, je pense que ça, c'est l'horreur absolue qui risque d'arriver. Donc, nous sommes en faveur de rétablir quelque chose qui est un peu discrédité, qui est l'Organisation des Nations Unies. Parce que l'Organisation des Nations Unies, c'est un concert des nations pour régler les différends de façon amiable. Et il y a des gens qui disent parfois « Ah oui, mais l'ONU, c'est un embryon de gouvernement mondial ». Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'ONU, dans sa conception, relisez la charte de San Francisco de 1945, quand ils l'ont créée, l'ONU ne fixe aucune politique aux États membres. Au contraire, l'ONU a un principe sacro-saint qui est la non-ingérence dans les affaires intérieures. Mais il faut des instances de concertation. Et pourquoi les instances de concertation au niveau planétaire ne suffiraient-elles pas? Donc nous, c'est le principe même de la construction d'un État-continent qui coupe la France de ses vraies amitiés. Et je ne le dis pas ici parce que je suis à Radio Soleil, je le dis partout. Tous les gens qui m'ont écouté savent que je fais toujours le même discours. Il est un fait que la France a beaucoup plus de liens avec les pays du Maghreb qu'avec les pays baltes. Au travers de la francophonie. Alors Jean-Claude Durimel, une intervention suite aux propos de François Asselineau. Oui, bonsoir Monsieur Asselineau. Une question, vous avez parlé tout à l'heure de Arnaud Montebourg. Monsieur Montebourg prône une forme de patriotisme économique. Il parle également du Made in France. Il paye même de sa personne puisqu'il porte la marinière. Alors, qu'est-ce qui vous distingue de ces positions et en quoi ne pourrait-il pas finalement se joindre à vous ou vous joindre à lui ? Alors, vous savez, j'ai envie de vous répondre en chantant la chanson de Dalida, Parole et parole et parole. C'est très gentil de dire, voilà, je suis pour le patriotisme économique, de se mettre une vareuse fabriquée par Armor Luxe. D'ailleurs, Armor Luxe, 80% de sa production maintenant est en Tunisie. De montrer une montre Michel Herbelin, dont d'ailleurs le fonctionnement est fait à Singapour. Enfin bon. Mais le problème de M. Montebourg, c'est qu'il prend les gens pour des imbéciles. Ce que nous expliquons, c'est que ça ne peut être que des remontades, puisque les délocalisations proviennent
d'un article des traités, qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit tout contrôle au mouvement de capitaux. Donc tant que l'on est dans l'Union européenne, or M. Montebourg ne prétend pas en sortir, d'ailleurs M. Mélenchon ne prétend pas non plus en sortir, M. Dupont-Aignan... Il a évolué simplement, il avait voté non et oui, non, mais, il a évolué. Non mais attendez, que les gens aient voté non, qui Mélenchon, il a voté oui à Maastricht. Non, Montebourg. Ah, bon, mais si vous voulez, ça veut dire quoi évoluer ? Moi, je suis personnellement, si vous voulez, on fait comme si la souveraineté nationale, comme si l'indépendance nationale, c'était un phénomène de mode. Hein. C'est comme finalement, avant on avait des tables de cuisine en formica, après on est passé à l'abbaye de Coumé. Ben voilà, c'est là, bon, ah bah tiens, c'était l'indépendance nationale, bon ben on passe à autre chose. Mais non, le problème de la souveraineté et de l'indépendance nationale, il est là et bien là, il est toujours là, il sera toujours là, tant qu'on n'aura pas tranché cette affaire, parce que c'est comme si on était en prison. Donc Monsieur Montebourg, on allait voir ce qu'on allait voir. Il était là, le ministre du redressement productif, il partait en guerre contre les délocalisations. Ben, on a vu. Il ne se passe absolument rien, sauf des rodomontades. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas dénoncé les clauses des traités qui nous mènent dans cette situation. J'insiste, vous savez, une des raisons du succès de l'UPR, c'est que nous, on ne prend pas les Français pour des imbéciles. On leur dit, allez, vous savez, comme quand vous avez un contrat de travail, ou quand vous avez un contrat de location, ou quand vous changez par exemple de forfait téléphonique, vous regardez normalement les clauses des contrats pour savoir à quoi vous vous engagez. Parfois, vous savez... Justement, le problème, c'est que peu de gens le lisent. Oui, mais après ça, quand ils se retrouvent dans la panade, ils se disent « Ah bah tiens, j'aurais dû le lire ». Et nous, on dit la même chose. On dit « Attention ». Alors, on leur facilite la tâche. Mais on leur dit, on a par exemple présenté un tract, justement, qui montre aux Français, les 7 ou 8 articles principaux, qui expliquent pourquoi on démantèle les services publics, article 106, pourquoi on impose aux Français une même politique économique et sociale qui fixe les grandes orientations de politique, c'est l'article 121, pourquoi la Banque Centrale Européenne n'a pas les moyens de financer les collectivités publiques, c'est l'article 123, la clause de non-renflouement, c'est l'article 125, le fait que nous soyons placés sous l'autorité de l'OTAN, c'est l'article 42 du TUE, etc. On ne prend pas les gens pour des imbéciles. Alors maintenant, pour répondre à votre question, si M. Montebourg se rend compte qu'effectivement nous avons en effet raison, écoutez, et puis il peut nous rejoindre, il sera le très très bienvenu. J'ai juste une autre question à vous poser, simplement une remarque en passant comme ça. N'importe qui et tout le monde peut évoluer, puisque j'ai cru comprendre, si je vous ai bien entendu tout à l'heure, que vous étiez plutôt favorable à une certaine époque de votre vie à Madame Veil, qui me semble être une Européenne convaincue. Mais c'était pas la question. La question, c'est une sorte de politique fiction. On sort de l'euro, on sort de l'Europe, éventuellement sous un gouvernement que vous conduirez. Quels sont les 100 premiers jours, se passe comment ? Alors, pour répondre d'abord à votre première question, vous avez raison, les gens évoluent. C'était il y a 35 ans que j'avais voté pour Simone Veil. En fait, j'ai voté, pour tout vous avouer, en revanche voté non au référendum sur Maastricht en 92. Donc vous voyez, j'avais déjà évolué. Pour mon histoire personnelle, notamment, j'avais vécu au Japon, j'ai découvert, puis j'ai commencé à me documenter, puis à voir ce que je voyais dans la haute administration. Mais bien sûr que les gens peuvent évoluer. D'ailleurs, chez nous, notre délégué, le délégué de l'UPR pour le Finistère, Jean-François Gourvenec, a été pendant 10 ans à l'UDF et au MoDem. Et il a voté oui à la Constitution européenne en 2005. Pareil pour notre délégué dans le Nord. Sauf que ces gens, ils ont un jour découvert notre mouvement, ils sont allés regarder, comme je suis inspecteur des finances, tout ce que je dis est toujours sourcé, donc ils sont allés voir les traités, puis ils se sont dit, mais alors ça prend du temps, en général, ça le met 6 mois, 9 mois, etc. Parce que c'est un choc. C'est un choc pour quelqu'un de se dire, mais mince, je me suis fait avoir. Et puis ils se sont dit, en fait, ce monsieur commence à expliquer, je comprends mieux ce qui se passe. Et en fait, je comprends qu'on m'a pris pour un jambon depuis des années. Voilà, évidemment, c'est pas toujours agréable. Votre deuxième question, qu'est-ce que l'on fait pendant les 100 premiers jours ? La question napoléonienne. Voilà, eh bien la première chose, si je suis élu président de la République, d'abord, il y aura ensuite des élections législatives. Alors il y a des gens qui disent, oh là là, mais vous n'aurez jamais une majorité pour sortir de l'Union européenne. C'est ce que les Giscardiens avaient opposé à Mitterrand en 81. Lorsque Mitterrand a été élu, les Giscardiens avaient dit « Oulala, mais de toute façon, il n'y aura jamais la majorité ». Puis, en réalité, toute l'histoire électorale du monde en général, de la France en particulier, montre que dans ce genre de configuration, les électeurs confirment et amplifient dans une élection qui a lieu un mois après leur premier choix. Donc ça, je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Ensuite, la toute première chose que je ferai, mais vraiment dans la semaine suivant la prise de fonction, c'est que je convoquerai
convoquerait, enfin je prendrais, mais on nommerait un gouvernement, et on prendra contact avec nos homologues européens pour leur demander l'organisation d'un Conseil européen exceptionnel, avec les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe, et je leur dirais, ben voilà, chers mesdames et messieurs, nous allons mettre en œuvre l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui prévoit comment un État peut sortir de l'Union européenne. Sortir pacifiquement. Sortir pas question de sécession. Bien sûr. On va sortir, on applique un traité, on applique l'article 50. Or, l'alinéa 2 de cet article prévoit qu'il faut faire une notification officielle aux autres États. Donc on va dire, voilà, en vertu de l'article 50 alinéa 2, nous vous faisons cette notification officielle. Ce qui est très important à comprendre, c'est que tous les États de l'Union européenne ont ratifié le même traité. Et ont ratifié notamment cette clause. Donc, ils sont d'accord. Ça n'a donc rien à voir avec les autres mouvements politiques, de Madame Le Pen à Monsieur Mélenchon, en passant par je ne sais pas qui vous dit, nous on va renégocier les traités, on va imposer une autre Europe, et c'est ça. Parce que ça veut dire que vous allez forcer les autres États à adopter votre politique à vous. Mais les autres États, ils vont vous faire un bras d'honneur. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas modifier les traités sans avoir l'unanimité des partenaires. J'ai montré avec des calculs statistiques que j'ai présentés aux élèves de l'école polytechnique il y a quelques mois que la probabilité d'avoir une Europe radicalement différente, elle est nulle. Elle se chiffre en quelques secondes ça dépend des probabilités qu'on prend, par centaines de milliers d'années, sinon par trillions d'années. Donc, dans les 100 premiers jours, on sort de l'Europe. Donc les 100 premiers jours, non. On convoque, on dit, voilà, on sort article 50 alinéa 2, et à partir de ce moment-là, c'est prévu dans l'article, on prévoit un accord de sortie. C'est pas miraculeux, un accord de sortie, c'est pas des choses mirobolantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait des députés français européens? Qu'est-ce qu'on fait du Parlement européen à Strasbourg? À partir de quand la France arrête de verser les fonds à l'Europe? À partir de quand... Ça, c'est des considérations techniques qui vous intéressent, vous, en tant qu'inspecteur des finances. Bien sûr. Voilà, on sort de l'Europe. Mais c'est ça. Ce que pose l'article 50... Une fois sorti de l'Europe, c'est quoi vos premières priorités? Économiques. C'est ça qui est important aussi. Attendez, mais l'article 50, c'est pas la sortie, elle ne se fait pas dans la seconde. Bon, on va l'imaginer. Il faut négocier un accord de retrait au maximum, qui peut durer 2 ans. C'est prévu dans l'article 50, alinéa 3. Si au bout des 2 ans, on n'arrivait pas à un accord, on en sort de plein droit. Disons qu'il faudra quelques mois pour sortir. Pendant ce temps-là, ce que nous ferons, c'est que nous relancerons immédiatement la fabrication de billets de banque et nous avertirons nos partenaires de notre souhait de sortir de l'Union européenne. S'il faut, et ça sera probablement le cas, on rétablira un contrôle d'échange. De ce point de vue-là, effectivement, ça se heurtera à l'article 63 du TFUE, mais on aura déjà derrière nous une jurisprudence, puisque lorsque Chypre a failli, il y a eu la grande crise chypriote, vous vous rappelez, l'année c'était en 2013, les États d'Europe ont immédiatement suspendu les transferts de capitaux s'agissant de Chypre. Donc on rétablira les contrôles de mouvements de capitaux, on lancera la fabrication d'un franc. On pourra d'ailleurs, vous savez, on peut sortir en fait du franc très 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 vite. Ça peut être beaucoup plus rapide que l'Europe. Ça se fait en termes techniques, ça se fait en un week-end. Sortir de l'euro, vous voulez ? De sortir de l'euro. Ça se fait en un week-end. Il suffit un vendredi à 19h de faire une annonce gouvernementale. On dit, voilà, la France a décidé de sortir de l'euro, de rétablir le franc. Évidemment, tous les présidents de banques ont été avertis en France. Tous les DAB sont fermés d'un seul coup. Vous ne pouvez plus aller retirer d'argent dans votre distributeur de billets le vendredi à 19h, et les banques sont fermées jusqu'au mardi ou mercredi suivant. Et puis ensuite, pendant ces jours-là, dans les banques en question, on donne un coup de tampon sur les billets en euros en mettant francs dessus, le temps d'avoir la refabrication de billets. C'est pas un scénario fantaisiste, ce que je dis, c'est ce qui s'est passé avec la fin de la couronne austro-hongroise. Enfin, il n'y avait pas de DAB à l'époque, en 1918, mais c'est ce qui avait été prévu en Grèce. Et par ailleurs, on la monnaie de l'Union soviétique. Et par ailleurs, c'est ce qu'on on suspend le système dit Target 2, ça il suffit d'une demi-seconde. C'est par voie électronique, il n'y a plus de transfert, automatique de fonds. Justement, concrètement, des entreprises françaises qui ont des contrats en euros, elles font comment alors à ce moment-là ? Eh bien, nous rétablirons l'euro, tous les contrats seront rétablis en francs, que ce soit les dettes, que ce soit les contrats au taux de 1 pour 1. On l'a déjà annoncé. Ah oui, mais c'est un petit peu plus
compliqué que ça, quand même, le commerce international, puisqu'il y a des contrats qui ont été passés et on vient dire qu'on les efface et qu'on ne respecte plus la règle. Ça va donner lieu à un contentieux sans fin, ça. Non mais attendez, excusez-moi, c'est arrivé, encore on le disait à l'instant, il y avait la même chose, c'est produit lorsque l'URSS s'est désintégré, où chaque État a recréé sa monnaie nationale, ils avaient des contrats qui étaient en cours aussi. Et il y a des procédures qui sont toujours en cours aussi. Lorsque la Tchécoslovaquie s'est désintégrée, chacun a créé sa monnaie nationale, il y avait aussi des contrats en cours. Les contrats devront prévoir, ou s'ils ne l'ont pas prévu, ça sera considéré comme une clause d'ordre public, eh bien que les contrats seront reconvertis. D'ailleurs, je crois savoir, en plus de ça, il me semble avoir vu que beaucoup de contrats de prêt par les établissements financiers français, dans un certain nombre de banques, ils ont prévu, je me rappelle avoir signé un contrat d'emprunt il y a quelques années de ça, ils avaient prévu que le remboursement se faisait en euros ou dans toute monnaie qui serait valide à cette occasion. De façon générale, je vais vous dire, je ne dis pas que bien entendu, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes qui vont survenir. Je vais pas dire que ça va se passer sans aucun problème. Mais toute l'histoire du monde, toute l'histoire monétaire du monde, montre qu'il est beaucoup, beaucoup plus facile de revenir ou de créer une monnaie nationale que de fusionner des monnaies nationales dans une entité supranationale. Voilà. Alors restons dans les questions financières. Armel, pour la dernière question, puis on va prendre après Françoise, une auditrice, au 01 43 48 43 43. Armel. Alors on pourrait dire question d'actualité, puisque la Cour des comptes vient de publier son rapport annuel, et puis on y retrouve, comme d'habitude, d'une année sur l'autre, on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc on nous parle de gabegie, de telle dépense un petit peu somptuaire de telle municipalité, le fameux millefeuille administratif. Là on nous remet la SNCF où les employés de la SNCF ne devraient plus avoir de voyages gratuits, etc. On n'entend jamais de décision relative à ces recommandations de la Cour des comptes. C'est-à-dire, en gros, si on est dans une entreprise privée, quand on constate des dysfonctionnements, il y a des choses qui se passent. On peut appeler ça sanction, on peut appeler ça comme on veut, mais il y a des choses. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui bouge en France par rapport à ce rapport annuel de la Cour des comptes. Et donc là, c'est plus une question certainement très naïve, mais comment vous pouvez expliquer cette absence de décision de la part de nos gouvernants? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de lâcheté politique derrière tout ça? Alors... Moi, je suis de l'Inspection Générale des Finances, je ne suis pas de la Cour des Comptes. J'ai un petit peu scrupule à parler de mes collègues. Il faut savoir que la Cour des Comptes juge, ce sont des magistrats qui s'emparent de comptes qui ont eu lieu, c'est sur des périodes écoulées. Par exemple, ils vont passer sous revue, comme ils disent, les 4 ou 5 dernières années de tel ou tel établissement. Bon. Et ils sortent effectivement des choses. Je crois que, contrairement à ce que vous dites, les rapports ne sont pas sans suite. Ce qui reste sans suite, c'est les médias qui n'en parlent pas. Il y a quand même des efforts qui sont faits. C'est quand même des magistrats qui rendent éventuellement, qui peuvent incriminer d'ailleurs un comptable public ou un ordonnateur. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit sans suite. Alors, il y a un autre problème dans ce que vous soulevez, qui est cette idée que l'on adore développer, selon laquelle l'État fait toujours tout mal, alors que le privé ferait toujours tout bien. Moi personnellement, je suis quelqu'un de pragmatique. Je pense que l'État, il y a des choses que l'État fait très bien, beaucoup mieux que le public, que le privé, et puis il y a des choses que l'État fait moins bien que le privé. Je suis désolé, mais par exemple, EDF, excusez-moi de le signaler, est devenu un géant. Un géant électricien en France, est devenu le premier électricien mondial. C'était une entreprise publique qui marchait très bien. Si vous regardez le privé, comment fonctionne l'électricité aux États-Unis, où il y a des coupes permanentes, ça marche mal. Pourquoi ? Parce que le modèle économique, par exemple, pour avoir un électricien, ça doit avoir une réflexion sur 30 ans. Les investissements, il y a un taux de retour sur investissement de l'ordre de 30 ans. Donc moi, je crois qu'il faut se garder d'une vision manichéenne des choses. Vous savez, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont très très mal gérées. Mais ça, il n'y a pas de Cour des comptes. Là, excusez-moi, mais une entreprise mal gérée finit par fermer. Pas forcément. Regardez par exemple les journaux français. Les grands journaux français sont complètement subclaquants. Et pourquoi ? Parce que ce sont des journaux qui sont, pour la grande majorité d'entre eux, des journaux de propagande. Ils sont tenus à bout de bras par les pouvoirs publics. Parce que quoi ? C'est facile pourtant d'avoir un journal en France qui se porterait bien. S'ils commençaient à donner la parole aux vrais gens, à la vraie population, aux vraies problématiques. Pourquoi, par exemple, Le Monde, qui est subclaquant, qu'il ne me donne la parole ? Pas seulement à moi d'ailleurs, mais à d'autres. Et puis vous verrez que le nombre de lecteurs remonterait. Donc, je prends un exemple, c'est l'exemple de la Rapidement, François, c'est nous, il nous reste Françoise, une auditrice. Alors j'arrête. Bon, allez. Françoise, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez, vous serez notre dernière auditrice, on vous écoute, bienvenue. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci beaucoup, Françoise Marcoux, Chevigny dans la Vienne. Je tiens à remercier Radio Soleil et Monsieur Asselineau pour son courage pour défendre notre pays. La question est d'ordre économique, à savoir qu'au passage de l'euro, nous avons subi tous les jours, à chacun, les prix exorbitants, comme pour notre pain, comme pour tout, pardon. Et lorsqu'on annonce un retour au franc, on nous annonce évidemment que les prix vont augmenter parce que notre franc sera dévalorisé. Alors là est la grande question, qu'allons-nous subir encore si effectivement notre franc est beaucoup trop dévalorisé. Mais en parallèle de ça, j'ai pu lire ce matin que M. Montebourg demandait une dévalorisation de l'euro de 10%. Alors, voilà, toutes ces questions économiques pour notre vie quotidienne. Eh ben alors, on va essayer de faire en sorte que Françoise Asselineau puisse vous éclairer. Merci Françoise. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Il est difficile. Alors on rentre dans on passe à l'euro, ça augmente. On sort de l'euro, ça augmente. C'est quoi? C'est un marché de dupes? Il est difficile de répondre à une question de cette nature en 3 minutes parce que ça nécessite une vraie présentation de ce que c'est qu'une monnaie, de ce que c'est que l'économie. Donc c'est un petit peu compliqué. S'agissant, effectivement, Madame a raison. Monsieur Montebourg maintenant a découvert qu'il faudrait faire baisser l'euro de 10%. C'est pas nouveau. Je présente dans mes conférences, ça fait maintenant plusieurs années. En baissant l'euro, on augmente notre capacité d'exportation. Nos produits sont... Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en économie, comme d'ailleurs dans beaucoup de choses dans le monde, en économie, il n'y a jamais une seule mesure qui soit 100% positive ou 100% négative. Voilà. Donc si le franc se déprécie, ou si l'euro se déprécie, d'ailleurs l'euro s'est déprécié, il était monté à 1,68$, il est retombé à 1,20$. Il avait perdu 25% par rapport au dollar. Personne n'en avait fait des montagnes en France, au contraire, parce que ça avait redonné de l'oxygène à nos exportations. Il est évident que si l'euro ou si le franc se déprécie par rapport au dollar, ça aura des éléments positifs et des éléments négatifs. Les éléments négatifs, c'est que par exemple, ça coûtera plus cher d'acheter du pétrole à l'étranger, ou d'acheter des importations. Les éléments positifs, c'est que ça favorisera considérablement les exportations françaises. Donc la difficulté qu'il y a en économie, c'est de se faire une idée sur le bilan coût-avantage de chacune de ces mesures. Alors, je n'ai malheureusement pas le temps d'élaborer, puisqu'on est à la fin de l'émission, mais je conseille à cette auditrice, que je remercie par ailleurs pour les propos aimables qu'elle a tenus à mon égard, je la conseille d'aller voir sur la fondation Res Publica, qui est une fondation qui a été proche de Jean-Pierre Chevènement. Il y a une étude qui est sortie de Jacques Sapir et Philippe Murer, justement, dont je parlais tout à l'heure, sur les incidences d'une sortie de la France de l'euro et de récupérer le franc. Eh bien, elle y verra une étude qui n'est qu'une étude prospective comme une autre. Hein. Tout ça, c'est un petit peu, chacun fait ses hypothèses, mais elle y verra que les avantages l'emportent de façon considérable sur les inconvénients. Alors, on me dira, j'inciterai sur le fait qu'il n'y a pas seulement que Jacques Sapir et Philippe Muret. On a eu à l'automne 2012, je crois, ou 2013, je ne me rappelle plus, sur le magazine Expansion.com, qui est un grand magazine économique espagnol, 5 prix Nobel d'économie. 5 prix Nobel d'économie actuels, hein. Joseph Stiglitz, Thomas Sargent, Christopher Pissarides, Sir James Mirrlees et Paul Krugman, 3 Américains, un Chypriote et un Britannique, qui font une tribune conjointe pour dire qu'il fallait que l'Espagne sorte au plus vite de l'euro si elle voulait ne pas sombrer dans le désastre. Voilà. Donc il y a des gens quand même très très compétents et qui font le bilan coût-avantage et qui tirent les mêmes conséquences que moi. Merci François Asselineau, président fondateur de l'UPR. Donc pour vous retrouver u-p-r.fr. Non, il n'y a même plus besoin de mettre les tirets. Ah, c'est upr.fr. Voilà, c'est l'UPR sans tirer. Alors, je crois qu'il y a un événement qui se déroule. Une de vos conférences, une conférence que vous animez à Bondy en Seine-Saint-Denis. Alors, à Bondy, c'est après-demain. Après-demain à 19h à la mairie de Bondy. Les auditeurs trouveront ça sur le site upr.fr. Eh bien, je rencontrerai les gens et je leur ferai justement une conférence. Alors, les conférences que je fais, c'est avec des vidéos. Enfin, il y a beaucoup d'informations. Et je leur montrerai justement qu'est-ce qui va se passer si on sort de l'euro. Voilà. Merci François Asselineau, merci Armel Freinet, merci Jean-Claude Durel, merci à Amine pour la mise en onde. Petite dédicace très rapide à Mehdi Chirine, Omar, Danière, voilà, donc c'est des fidèles auditeurs qui nous envoient des messages de soutien et qui font que chaque semaine cette émission se déroule le mieux possible. Je vous invite à écouter la rediffusion ce soir dès 23h. On vous laisse en compagnie du journal et en ce qui nous concerne, à mardi prochain. Bye bye. Bougez Mahadri sur Radio Soleil, Soleil Politique.